Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci à toi. Alors, j'avais un petit peu envie de commencer en précisant que je demanderai pas qu'on m'excuse d'être là, Ouais. même si je t'ai dit en off que j'avais de la pression concernant, en compte tenu tous les grands noms qui sont passés dans ton podcast. Mais promis, je ne demande pas qu'on m'excuse d'être là. Très bien, très bien. Et t'as pas à t'excuser. Si t'es là, c'est que moi ça m'intéresse et je pense que ça intéresse aussi beaucoup de monde d'avoir voilà un peu ton background et voilà un peu ce que tu fais maintenant avec plein de choses différentes dont on va parler. Donc voilà, moi je suis très content que tu puisses nous expliquer tout ça. Pour commencer, est-ce que tu peux justement nous donner ta définition de la performance? Ouais, alors je t'avoue que connaissant le podcast, je savais que j'allais avoir la question, donc je me la suis retournée des fois et des fois dans la tête. Ouais. Alors c'est vrai que pour moi la performance elle fait référence à quelque part un niveau de réalisation et d'accomplissement d'une personne par rapport à un objectif fixé. Donc c'est vrai que dans le sport, elle peut être mesurée à travers un résultat, la vitesse, la précision, la qualité, etc. Mais j'ai aussi à cœur de penser que la performance, elle peut pas être dissociée de l'émotion. Et j'ai coutume de dire que c'est d'ailleurs ce qui me laisse peut-être la naïveté de croire qu'il peut encore y avoir de la performance propre, parce que je me dis que la chimie peut pas provoquer l'émotion. Et je me souviens avoir croisé Thierry Blancon lors de ma formation du DU de kiné du sport à l'INSEP. Ouais. Et pour ça, il avait été aussi très inspirant parce que il soutenait aussi le fait que la performance, c'était un état de grâce et cet état de grâce, la chimie pouvait pas le provoquer. Ouais. Donc j'ai du mal à l'enlever de l'émotion. Et puis du coup, je trouve que ça permet de faire des espèces de passerelles ou de chevauchements de disciplines parce que finalement, la performance dans la musique, la performance dans l'art, dans la danse, elle est aussi intimement liée à l'émotion. Donc j'aime bien le côté un petit peu chevauchement des différents mondes comme ça. Ouais, c'est génial. Et du coup, Florence, après cette belle définition de la performance, est-ce que tu peux nous dire un peu, quel est ton parcours, d'où tu viens, où tu as étudié? Alors écoute, de la même façon, j'ai l'habitude de dire que je suis une kiné diplômée d'un autre siècle parce que j'ai été diplômée en 95 à l'école de Nancy. Et puis à l'époque, d'ailleurs pour la petite histoire, j'étais en première année quand François Fourchet était en 3e année. Mais on s'est jamais croisés à ce moment-là et on s'est croisés des années plus tard. Donc c'est assez rigolo. Et puis à ce moment-là, j'avais pas envie de rester à Nancy, mais j'étais un peu aventurière, mais pas tant que ça. Donc j'ai traversé la France uniquement. C'est bien et déjà. Je suis allée m'installer à Niort. Ouais, c'est déjà bien. À Niort, en tant que remplaçante. Et puis très vite, j'ai eu l'opportunité de racheter une patientèle parce qu'à l'époque, ça se faisait encore comme ça, dans un milieu un petit peu semi-rural, on va dire. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé mon activité libérale. Donc j'avais 22 ans et avec une activité très variée. Tu vois, je faisais un peu de domicile, j'avais un peu de rhumato, un peu de respi, un peu de traumato. Ce que j'ai jamais fait, c'est la neuro parce que ça m'a jamais, ça a jamais été mon truc, quoi. Donc voilà, j'ai fait jusqu'en 2006 une activité libérale assez, somme toute classique. J'ai rencontré mon mari, j'ai mes enfants, tu vois, la petite réalisation familiale, j'allais dire tout à fait dans l'ordre des choses, si tant est qu'il puisse y avoir un ordre.
Et puis, en 2006, je commençais à m'ennuyer un peu dans ce cabinet et puis surtout, j'étais un peu frustrée de pas vraiment savoir si j'aidais les gens. Dans le Mmh. sens où je me rendais bien compte que certains patients allaient mieux, mais pour autant, j'étais un peu dans l'incapacité de savoir s'ils allaient mieux parce que je leur parlais gentiment, parce qu'à Mmh. l'époque, j'avais une bonne tête, parce que j'accompagnais l'histoire naturelle de leur maladie ou Mmh. parce que j'étais vraiment efficace, quoi. Donc je cherchais un petit peu à compléter, mon arsenal thérapeutique, on va dire Ouais. et c'est là qu'un collègue, plus vieux que moi m'a dit: «Écoute, va donc faire la méthode, va donc faire la formation sur, la méthode McKenzie. Toi qui es à carré, cartésienne, c'est quelque chose qui devrait te plaire» Mmh. et je l'ai écouté et je le Mmh. remercie. Il est plus là aujourd'hui, Mmh. Philippe Chevannes, mais je le remercie vraiment et en fait, j'y suis allée, j'étais très potentiellement critique parce que j'avais déjà fait des formations, mais avec des formateurs, voilà, qui m'avaient pas emballée, qui m'avaient Mmh. pas, que je trouvais un petit peu, avec des égos un peu Mmh. surdimensionnés et cetera. Et OK. puis, en fait, quand j'ai rencontré la méthode McKenzie, c'est juste venu répondre à ce que je cherchais au moment où je le cherchais. Donc c'est une capacité de bilanter, d'objectiver, de pronostiquer, de suivre les patients de façon claire, de façon reproductible. Donc ça, c'est vraiment, venu parler à mon cerveau cartésien. Mmh. Et puis donc voilà, du coup, j'ai mis le pied dedans, le doigt dedans, puis après il y a une sorte d'engrenage qui a fait Mmh. que clairement je me suis passionnée pour ce mode d'évaluation et j'ai très vite poursuivi le cursus pour d'abord passer l'examen de compétences, puis Ouais. ensuite, le diplôme pour être formateur, de la méthode McKenzie. Ouais. Énorme. Donc ça, c'est vraiment ce qui a quelque part bouleversé ma pratique parce que j'ai aussi coutume de dire que si j'avais pas rencontré la méthode McKenzie, ça ferait longtemps que je serais plus kiné. Mmh. Top, top. Et du coup, à quel moment tu pars en Angleterre justement, pour étudier la méthode McKenzie? Ouais, en fait, en 2010, j'ai passé le diplôme, l'accréditation en France, donc c'était la première année où elle était traduite OK. et de là, j'avais quand même à cœur d'aller un petit peu plus loin, puis j'avais bien senti qu'il commençait à y avoir un engouement pour la méthode McKenzie. Il y avait que 2 formateurs français, un formateur belge francophone qui aidait, Gabor à cette époque-là et un Mmh. formateur italien aussi francophone qui l'aidait. Donc j'avais bien en tête qu'il y avait sûrement une petite place qui allait pouvoir se créer Ouais. et puis j'avais à cœur de pouvoir, aussi un petit peu faire vivre, l'expérience que j'avais vécue en termes de changement j'allais dire De d'axe pratique. Mmh. dans ma pratique et de pertinence, dans ma pratique. Donc pour ça, fallait passer le diplôme de formateur et ce diplôme, il se passe en anglais et donc il fallait justifier de l'obtention d'un certain niveau au TOEFL. Donc je sais plus exactement les notes qu'il fallait Mmh. avoir, mais c'était bien au-dessus de ma capacité à l'époque de mes capacités à l'époque en anglais. Donc je me suis dit j'ai pas trop le choix si je veux vraiment faire ça dans un délai relativement court, il faut que je parte en Angleterre pour apprendre l'anglais. Mmh. Donc ça a été un peu un projet familial et là, je crois que c'est pas que mon abnégation qui a payé, mais c'est aussi, les encouragements d'Antoine, mon mari, Oui. les sacrifices parce que quelque part pendant 1 an, j'ai pas bossé au cabinet, donc ça Mmh. voulait dire que financièrement, il fallait pouvoir assumer. La tolérance des enfants qui m'ont vu partir et puis, voilà, qui m'ont vu revenir, avec des délais de plus en plus espacés au fur et à mesure que mon temps en Angleterre s'allongeait Mmh. parce que j'avais de moins en moins de fric. Mmh. Mais donc je suis partie à Londres en octobre 2010 Ouais. et en ayant en tête, j'ai 9 mois pour avoir le TOEFL. OK. Donc j'ai trouvé, des cours où j'allais le matin dans un collège à Notting Hill prendre les cours et puis l'après-midi, je travaillais pour un kiné français. Alors OK. c'était un peu borderline, hein, parce que j'avais pas l'accréditation NHS, Ouais. je travaillais sur son numéro. Bon, écoute, ça a fait le job. Moi, ça me permettait de payer mon collège, ma vie là-bas et mon hébergement. Ouais. Donc je me suis satisfaite de ça. Ça a pas été les années les mois les plus sexy de ma Mmh. vie, j'allais dire, parce qu'il y a Ouais. j'ai pleuré des fois et des fois dans le métro en me disant ce que je faisais là. Mmh. Mais la finalité était chouette parce qu'en juin
j'ai eu le TOEFL et puis j'ai pu embarquer sur la formation internationale Mackenzie. Ouais. Alors, tu sais, j'ai eu un TOEFL extrêmement scolaire. Hein. Moi, je suis une laborieuse, donc je crois que j'ai fait tout ce qui pouvait exister en termes d'annales pour passer le TOEFL. Je l'ai bachoté. Je suis rentrée je suis pas du tout fluente en anglais, hein, mais par contre, je suis rentrée dans un format qui me permettait d'avoir le papier, quoi. Ah, c'est bon. Bon, après, il y a eu des bénéfices secondaires, hein, parce que du coup, quand même, j'arrive à me débrouiller en anglais quand on va à l'étranger, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. ça nous a décomplexé quand on fait de voyager en famille. Donc ça, c'était chouette. Ah, c'est énorme. C'est énorme parce que faire ça, donc autour des années 2010, partir toute seule et que ta famille reste à Niort, tu dois te dire, ouais, franchement, quand tu dois partir en avion et que tu vois ta famille qui reste et toi qui embarques, tu te dis, mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fous et comment tu as Mais qu'est-ce que je fous tenu et là? comment ta famille a tenu? Mais je t'avoue qu'il y a certaines fois en salle d'embarquement, je me disais si l'avion décollait pas ou si Ouais, l'avion n'atterrissait pas, tu vois. ouais, ouais. Il y avait quand même des moments un peu de solitude. Moi, sur place, ce qui m'a fait tenir, c'est la course à pied. Ok. C'est la course à pied parce qu'en fait, j'étais déjà assez monomaniaque de la course à pied à ce moment-là. Ouais. Et je me suis dit, en fait, à Londres, je suis rien. D'ailleurs, j'avais trouvé ça terrible, tu vois, de croiser le regard des gens, mais de même pas arriver à les croiser parce qu'en fait, t'es rien. Et toi, dans ton village ou dans ta commune, t'es la kiné de la commune, t'es la maman d'Eliott et Alice, t'es la femme du gars qui travaille à la banque, etc., etc. Et là, t'es rien. Et j'avais trouvé ça d'une violence assez, ouais, vraiment, ça te remet un peu les pieds sur terre. Et je me suis dit, en fait, ici, il y a une chose que je fais bien, parce que je parle pas bien anglais, etc., c'est courir. Donc, dès que je suis arrivée, je me suis inscrite dans un club de course à pied qui s'appelait les Mornington Chasers. Et en fait, j'y suis allée toutes les semaines, le mardi, le jeudi et le dimanche. Je n'ai loupé aucun entraînement. Okay. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai été invitée à un anniversaire. C'est incroyable. 6 mois. Mais en même temps, à chaque fois que j'y allais, tu vois, j'étais valorisée. J'étais valorisée parce que parmi les filles du club à cette époque-là, j'étais un peu performante, donc je retrouvais un brin de, un brin d'humanité qui me faisait du bien, tu vois. Donc c'était vraiment ma bouée de sauvetage et les copines que je me suis faites en allant dans ce club-là, finalement, il y en a 3 que j'ai gardées aujourd'hui, avec qui je communique encore régulièrement, qui sont venus faire des courses en France. Moi, à la fin, j'avais fait une course qui est excellente, qui s'appelle le relais des châteaux du Pays de Galles. C'est une course sur 2 jours en 11 stage, tu sais, il y avait 11 étapes quelque part. Et c'était une course d'équipe qui était vraiment extraordinaire. Et donc, in fine, j'ai vraiment vécu des moments forts à Londres, essentiellement en lien avec la course à pied. Et puis, tu vois, moi, quand j'étais à Londres, souvent les gens disent, ouais, Londres, c'est super, tu peux rencontrer plein de monde, il suffit d'aller dans un pub. Sauf que moi, ce que je voulais pas, c'est rencontrer des hispaniques, des francophones. En fait, c'est super facile de rencontrer des gens qui sont pas anglais. Mais rencontrer des anglais, c'est pas si simple que ça. Mais, tu vois, ça m'a pris 6 mois. Mais par contre, ceux avec qui je suis rentrée en connexion forte, ils sont toujours là, quoi. Ah, donc ça, c'était, in fine, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais c'est vrai que cette abnégation à aller à l'entraînement et cette bouée de sauvetage qui était la course à pied, je pense que sans ça, c'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec. Et puis après, pour la deuxième partie de ta question concernant la famille, je sais pas si je leur ai laissé beaucoup le choix. En tout cas, ils l'ont toléré. Toi, il y a des fois, encore maintenant, je me réveille et puis je me réveille un peu en sursaut la nuit, puis je dis mais est-ce que j'ai été mal aimante avec mes enfants? parce que c'est clair qu'ils étaient en grande section et en CP. Donc c'est pas rien quand même de leur dire écoute, maman s'en va, elle revient dans 3 semaines, mais peut-être dans un mois si elle a pas assez de thunes pour rentrer. Et puis
je leur ai posé la question quand même. Ouais. Et finalement, ils l'ont pas vécu comme ça. Alors c'est sûrement grâce à Antoine, sûrement. Tu vois, on avait mis en place des choses à la maison. On avait une nourrice à domicile à l'époque, Ouais. donc c'était un peu la référente. Ça avait pas changé. C'était leur repère pendant 9 mois. Bah la nourrice à domicile, ça a été leur repère, quoi. Puis Ouais. bien plus parce qu'elle est restée jusqu'à ce qu'ils étaient en troisième, jusqu'à ce Ouais. qu'ils soient en troisième, pardon. Euh, donc, euh, donc, tu vois, il y avait un peu d'insécurité, mais qui était vraiment compensée par des repères forts. Ouais. Et puis après, bah, ils sont venus 4 fois à Londres en un C'est an, quoi. génial. Ouais. Pour eux, ça a été d'une richesse incroyable. C'est génial. Ah, c'est ouf. Ouais, je suis vraiment impressionné. Je suis très impressionné. Et après ça, du coup, quand tu reviens, comment ça se passe pour toi et qu'est-ce que tu fais? Alors ça, c'est assez rigolo parce que c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais quand je revenais à la maison, tu vois, le truc assez caricatural, tu Ouais. sais, quand tu es en famille, tu manges et quand tu manges, chacun à sa place, quoi. Et Ouais. quelque part, tout le, les enfants mangent toujours à la même place, Ouais. Ouais. le papa mange à une place, la maman mange à une place. Et en fait, quand je revenais, il y avait ma place. Ah Donc ça, putain, c'est c'était cool. déjà hyper rassurant, puis hyper Ouais. fort. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai repris ma place. Et que ce soit à la maison, mais que ce soit au cabinet aussi. Et Ouais. ça, c'est aussi vraisemblablement grâce à mes collègues et à mes proches que finalement, quand j'étais pas là, la place était pas vide Mmh. parce que sinon ils auraient été dans l'attente ou Mmh. tu vois, au cabinet, ça aurait été d'une difficulté monstrueuse. J'avais un Ouais. remplaçant. Mais par contre, quand je suis revenue, bah, je suis revenue, j'avais pas eu l'impression d'être partie si longtemps que ça finalement. Ouais. Donc ça a été plutôt facile en termes de retour. Et puis après, bah, le TOEFL, il était là pour quelque chose, hein. Il était là Mmh. pour que je m'inscrive à la formation internationale Mackenzie. Donc, j'ai eu mon TOEFL en juin 2011. En septembre 2011, j'ai pu commencer. Non, c'était janvier 2012, pardon. Mmh. J'ai pu commencer la partie en ligne du diplôme international, qui est constitué de 9 semaines d'apprentissage et puis d'un examen à rendre à l'écrit. Et une fois que j'avais validé ça, fallait que je fasse un placement clinique. Alors là, j'ai limité aussi un petit peu les frais, potentiellement les dégâts, parce qu'à l'époque, on avait deux options. Soit on Mmh. partait en placement clinique à Austin, au Texas, soit on partait à Dundee, en Écosse. Ouais. Et du coup, je suis partie à Dundee Ouais. parce que ça me semblait plus facile pour faire un aller-retour en cas de problème. Ouais. Et puis, l'Écosse me convenait bien, encore une fois, en termes tu vois, de terre, de Ouais. terrain de jeu pour aller courir, etc. De peut-être aussi de personnalité, tu vois, les gens, Mmh. le caractère des gens, etc. Et Mmh. donc j'ai fait 9 semaines à Dundee qui ont aussi été super super riches où là j'ai travaillé dans un service pour la NHS et j'avais un mentor, donc c'était John et donc du coup j'étais en fait je recevais 8 patients par jour et OK. j'étais en permanence en supervision par John et donc OK. à la fin de mon évaluation ou de ma séance on débriefait ensemble et puis en même temps il y avait un peu de science à lire, etc. Mmh. Donc ça a permis de valider la partie pratique. Et en juin 2013, j'ai pu passer la partie finale du diplôme international. Donc là, je l'avais passé à Helsinki. OK. Et où là, c'est de la mise en situation clinique où il y a deux enseignants internationaux et ils miment 3 cas cliniques et puis Ouais. faut assurer avec les cas cliniques et puis il y a quelques petites questions à préparer et auxquelles sur lesquelles il faut un petit peu échanger avec les enseignants. Donc, euh, donc après ça, c'était un vrai accomplissement, Ouais. vraiment. Ouais, ouais. J'étais Je vraiment comprends. fière d'avoir été au bout de tout ça. Mmh. Et c'est là aussi où, tu vois, quand je donne des cours Mackenzie, j'explique un petit peu ce parcours-là parce que pour justifier que si on est là devant 30 personnes, c'est pas par hasard, quoi. On s'est pas Mmh. autoproclamé enseignant. Mmh mh. Après, t'enchaînes sur 2 ans de probationary faculty où là, t'enseignes avec un autre enseignant Mmh. pour ensuite devenir enseignant principal. Donc ça, c'était 2015. Et encore pour refaire le parallèle avec la course à pied, tu vois, toutes les Mmh. échéances de mon diplôme, Ouais. par exemple, la partie théorique, elle se terminait en avril. Et bah,
en même temps que je terminais la pratique, je m'étais mis une course. Donc là, je me souviens que j'avais mis le trail à Lavelanet, c'est les Citadelles. C'était un 73 à Lavelanet, pour que, en même temps que j'ai cette échéance-là, j'ai une planification, dans laquelle je me sentais en sécurité, que je connaissais, et donc je menais les deux en même temps. Après mon placement clinique, j'avais fait le Ch'ti Trail dans le Nord, et c'était un 110 km. Donc de la même façon, j'avais quelque chose que je connaissais, un environnement, une abnégation à l'entraînement que je connaissais, qui me permettait de décompter des semaines de la même façon pour la partie qui était un petit peu plus loin de ma zone de confort. Ah, c'est pas mal ça. Et ça veut dire que justement l'abnégation que tu mettais sur l'entraînement, tu l'utilisais pour les études et pour ton cycle. Ouais. Tu vois, tu calculais ton cycle d'études et tout ça. Tu te dis, il y a un trail en même temps, je prends lui, comme ça je sais que toutes ces semaines-là, je vais être à fond, entre guillemets, entraînement et études. C'est exactement ça. En fait, j'ai vraiment coutume de dire que cette formation, c'était un ultra. Et que, comme tout ultra, tu as des moments où tu es extrêmement, excité, où tout va bien, où tu as l'impression que tout est possible. Après, tu vas être au contraire un petit peu dans le down. Et puis, tu sais qu'il suffit d'être patient parce que ça va revenir. Donc, en fait, c'était vraiment, je l'ai vraiment considéré comme un ultra. C'est top. Et actuellement, alors, tu bosses aussi, tu es directrice générale de la clinique du coureur France et tu enseignes aussi. Comment c'est arrivé et qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est rigolo parce que tout ça s'est vraiment imbriqué d'un point de vue timing, parce que en fin 2013, donc j'ai mon diplôme, je commence à être probationary faculty. Je sais qu'en janvier 2015, je vais pouvoir enseigner en tant qu'instructrice Mackenzie. Et donc fin 2014, je me dis, allez, si tu te faisais une formation un peu plus légère, dans le sens qui fait un pont avec ta passion, course à pied. Ouais. Et donc, je m'inscris à une formation qui finalement est pas légère, mais qui s'appelait une formation de la clinique du coureur à La Réunion, en novembre 2014. Et j'y associe bien évidemment le fait d'aller faire le Bourbon, parce que j'avais déjà fait la Diag en 2009. Ouais. Et donc, c'est là où je rencontre Blaise. Et puis, là, avec Blaise, il y a un gros match intellectuel, humain. Et en décembre 2014, il me propose avec Flavio de reprendre, pas reprendre parce que ça n'existait pas, mais comment dirais-je, de collider l'installation de la clinique du coureur en France. Donc là, je t'avoue que c'est un peu Noël, hein. Donc Flavio, on se connaissait pas encore super intimement, mais on savait qu'on avait des personnalités qui matchaient. Donc c'est des grands coups de cœur à ce moment-là. Et donc, en début 2015, on a commencé à organiser les cours de la clinique du coureur en France. Alors, avec en 2015, 8 cours, en 2016, 30. Et puis après, on a structuré ça en créant un organisme de formation qui s'appelle Running Education pour faire la promotion des cours de la clinique du coureur en France. Et après, ça a pris l'engouement que peut-être un grand nombre d'entre nous connaissent au niveau en tant que kiné français ou francophone. Et là, aujourd'hui, on organise à peu près entre 110 et 120 cours par an. Donc pour moi, ça a été une nouvelle casquette aussi, parce que il a fallu connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de la gestion d'entreprise, de l'accréditation Calliope, UFPL, DPC, etc. Mais ce dans quoi je m'épanouis vraiment, parce que j'aime bien m'intéresser à beaucoup de choses, et du coup ce monde de l'entrepreneuriat me plaît aussi énormément. Top. Et justement, alors ça fait la passerelle avec ton poste à Madi. Tu es medical advisor. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Madi et ce que tu fais? Bien sûr, là aussi, hein, c'est le jeu finalement des rencontres. Madi, c'est une solution clé en main de la gestion des cabinets de kiné. Alors c'est vrai qu'on constate aujourd'hui que
moi j'en fais les frais la première, hein, entre mon bénéfice, mon BNC il y a 15 ans et mon BNC aujourd'hui, si je travaillais autant d'heures qu'il y a 15 ans, c'est à peu près 25% du chiffre du BNC qui a diminué. Donc les cabinets sont obligés de se réinventer, et donc Madi s'inscrit dans dans cet accompagnement quant au fait de se réinventer par le fait de proposer de la visibilité aux kinés, et notamment de la visibilité de leur spécificité. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour mieux vivre en tant que kiné, on est obligé de faire des activités, puis je trouve ça un peu sexy aussi, de faire des activités type cours de yoga, cours de pilates, analyse de course à pied, séance à liane, etc. Et de fait, ça, c'est des séances qui sont non remboursables par la Sécu, qui font l'objet d'une formation spécifique et quelque part d'une commercialisation spécifique. Et je crois que c'est pas un gros mot non plus que de vouloir commercialiser son expertise. Et donc, Madi aide les kinés à faire connaître leur expertise, à les valoriser via la création de sites internet, à faciliter la prise de rendez-vous parce qu'il y a un agenda en ligne, mais aussi, et là c'est une offre qui est unique sur le marché, aujourd'hui elle aide à la facturation, parce que quand les gens prennent rendez-vous sur la plateforme de réservation en ligne que Madi propose aux kinés, les gens rentrent leur numéro de carte bancaire. Ça assure deux choses. Ça assure de pas courir après les impayés, parce que dès que ton patient vient, t'appuies sur un bouton et t'encaisses. Et pas attendre 10 séances. J'ai oublié ma carte bancaire. J'ai pas mon chéquier. Je viens pas à la dernière, et puis maintenant il faut courir après. Et puis ça aussi engage les patients, parce que s'ils viennent pas à leur séance, tu peux facturer. Donc c'est quelque part décomplexer un peu les kinés quant au fait que leur compétence a un prix, et que quand tu t'inscris dans une prise en charge, si tu viens pas en tant que patient, et ça a aussi des répercussions sur la vie et la capacité à manger de son activité du professionnel à qui t'as mis un lapin. Donc je trouve que ça c'est important. Donc tu vois, Madi, c'est cette solution là qu'elle propose, et puis avec en septembre le fait il y aura aussi un logiciel de gestion pour pouvoir faire la télétransmission, etc. Donc ce sera vraiment une offre tout en un qui va pouvoir se placer de façon extrêmement pertinente et compétitive sur le marché. Ok, top. Et donc là, en fait, je leur fais part de mon expérience. Ok, top. Et du coup, alors toi, tu t'es spécialisé sur le rachis et le membre F. Et pourquoi tu as choisi ces parties du corps? Pourquoi pas l'épaule ou autre au final? Ça, je l'expliquerai dans le sens où, au bout d'un moment, quand tu pratiques, moi, du coup, j'ai eu quand même assez vite l'étiquette course à pied. Et puis, bien évidemment, rachis par le fait d'être enseignante Mackenzie. Quelque part, j'ai vite eu une sorte de biais de consultation. C'est-à-dire que j'avais des patients qui venaient par rapport à un problème de rachialgie, et puis beaucoup de patients qui venaient par rapport à des problématiques en lien avec la pratique de la course à pied. Et de fait, en course à pied, c'est essentiellement des pathologies du membre inférieur. Donc, au bout d'un moment, j'ai cherché aussi à être de plus en plus pertinente dans la prise en charge de ces pathologies du membre inférieur. Et j'ai coutume de dire que tu peux pas être excellent partout, et qu'à un moment donné, si tu veux essayer d'optimiser au maximum ta pratique il faut choisir. Et aujourd'hui, c'est vrai que, tu vois, en Mackenzie, il y a une partie D qui correspond au cas complexe au niveau cervical et à la prise en charge du membre sup. Et je suis pas du tout gênée quant au fait de dire que je m'estime pas la pertinence aujourd'hui d'enseigner cette partie-là. Et d'ailleurs, ça fait au moins 3 ans que je l'ai pas enseigné. Parce que finalement, moi, je suis devenue plus spécialiste j'ai eu des patients qui sont venus pour des pathologies de membres inférieurs. Je me suis formée, donc du coup, j'ai attiré encore plus de patients pour le membre inférieur. Et puis, petit à petit, ma fenêtre de consultation de membres sup, elle s'est terriblement diminuée. Et puis, là, toi, quand je gère ma liste d'attente sur Madi, et puis que je vois des gens qui me demandent une prise de rendez-vous pour un coude, ou une épaule, je les renvoie à ma collègue, quoi. Et du fait, je vais devenir de plus en plus mauvaise. Mais en même temps, je suis assez
je suis assez à l'aise avec ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est normal. Et alors, si tu dois choisir une pathologie, tu vois, en course à pied ou voilà, au niveau du dos, au niveau Ouais. lombaire, ça, est-ce qu'il y a un truc où à chaque fois, tu vois, des fois, ça arrive aussi quand tu vois un patient et que tu vois l'ordonnance, tu dis, ah, yes, je vais me régaler, ça va bien se passer, c'est quelque chose que j'aime et ça va être intéressant pour le patient et pour moi. Tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui te fait cet effet-là? Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. J'aurais tendance à dire que un syndrome fémoro-patellaire, j'aime bien. Ok. Je trouve ça plutôt sympa à traiter. Ouais. Et d'autant en fait, j'aime bien parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs tenants, tu vois. Mm, Il y a mm. un côté éducation qui va être primordial, Ouais, important. et un côté un petit peu déconstruction des croyances qui va aussi être vraiment primordial. Ouais. Et ça, j'aime vraiment bien essayer de, tu vois, quand tu arrives à faire changer les croyances du patient, mais sans lui dire c'est moi qui ai Ouais. la vérité, c'est toi qui as tort, Ouais. mais lui faire verbaliser un certain nombre de changements dans son discours, ça, je trouve ça assez puissant. Et puis, bah, il y a un côté purement exposition, quantification du stress mécanique, Mm, où là, va quand même falloir faire de la prescription d'exercice, va falloir engager, va falloir créer de l'adhésion mm, quant au fait de faire ces exercices-là du patient, au patient, pardon. Et puis il y a, je veux dire, c'est quand même une pathologie qui change vite. mm, Donc c'est assez satisfaisant en termes de pronostic de changement pragmatique pour le patient. mm, Donc je trouve que le syndrome fémoro-patellaire, c'est plutôt une pathologie sympa. En plus, tu autorises les gens à courir. Tu vas mm, même te mm, servir de la course comme médicament. mm. Donc, tu vois, je trouve que c'est une pathologie sympa et c'est une pathologie hyper fréquente dès que tu fais un peu de un peu dès que tu reçois beaucoup de coureurs finalement. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est une pathologie vraiment que j'aime bien. Euh, Après, j'aime bien aussi les cas un peu complexes quand même au niveau lombaire, qui deviennent en fait des cas hyper simples parce qu'on s'est juste trop torturé la tête, quoi. Ouais. Dans le Ouais. sens où les gens qu'on fait un peu, qui m'arrivent après avoir fait un peu quelque part le tour des potentiels comment confrères, alors sans Mm, jugement de valeur bien évidemment, mm, mais qui se sont un peu perdus dans un j'ai perdu le mot, mais mm, mm. qui se retrouvent un peu dans une errance thérapeutique. Ouais. Et Ouais. en fin de compte, si d'emblée tu reprends les choses de façon très stricte, de façon Mm, très pragmatique, bah, des fois ça change quand même super vite et tu te dis mais en fait ce patient-là il était en totale errance thérapeutique et la mm, solution elle était juste hyper simple quoi. mm. Fallait juste arrêter de se torturer la tête et de chercher des choses là où de complexifier quelque chose qui ne méritait pas de l'être. Mm. Donc j'aime assez ces gens qui arrivent un petit peu en errance au Mm. cabinet. Bon, des Et, fois, c'est un et peu complexe quand même. Hein. ouais, Donc, c'est ça. m'envoyez pas tous les cas complexes Ça de tous les recrute. patients avec qui vous arrivez à rien dans les Deux-Sèvres. Hein. Et ça te fait pas peur, justement, quand tu vois, quand tu commences à faire l'anamnèse et que le patient il te dit, ben voilà, ça fait 3 ans que j'ai mal, j'ai vu un tel, j'ai vu Mm, tel métier, tu vois, tu te dis pas, wow, 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 tu vois, comment on va y arriver et tu vois, comment tu gères ça? mm. Mais en fait, j'ai un peu pris la parade de ça en me disant que déjà j'avais le bon rôle. Parce que finalement, ils viennent, toi, tu as un peu un biais de consultation. On dit: «Bon, bah, personne pour l'instant, personne n'a Ouais. trouvé. Bon, bah, allez voir, Florence, il paraît Mmh. qu'elle est spécialiste d'un truc, on sait pas Mmh trop mh. d'ailleurs ce que c'est, mais» donc déjà, je trouve que souvent, ils arrivent avec une attente, mais aussi, avec, bah, finalement, l'envie de changer, tu vois? Ouais. Ils sont assez, ouais, ils arrivent avec, assez, ouais, plutôt pas mal de bienveillance par rapport à Mmh. ce que je vais leur proposer, Mmh. en tout cas de curiosité. Et puis je suis assez claire dans le sens où je leur dis que moi, ma spécialité, c'est la prise en charge des pathologies mécaniques Mmh. et qu'on a de bonnes raisons de penser qu'en 3 séances, on sera capable de savoir si oui ou non
c'est un patient pour moi ou pas. Ok. Et qu'aujourd'hui, j'ai aussi la chance d'avoir cultivé un réseau qui fait que si c'est pas un patient pour moi, j'ai de bonnes raisons de penser de savoir que je pourrais savoir à qui l'adresser pour le réorienter et répondre à son attente. Donc en fait, on se fixe 3 séances. C'est bien. Et au bout de ces 3 séances, on fait le point, puis on se dit ok, plus de même chose, ou peut-être que ce serait bien d'aller voir une consultation pluridisciplinaire, peut-être que ce serait bien d'aller voir un collègue à Nantes qui est spécialisé dans la prise en charge, les thérapies cognitives et comportementales. En tout cas, je le garderai pas pour pas que ça avance. Et soit je dis aussi aux patients, vous savez, si jamais on voit que vous n'êtes pas mécanique, peut-être que ce sera la première fois qu'on saura ce que vous n'êtes pas. Et ça, c'est aussi avancer dans ton diagnostic différentiel. Et je suis très à l'aise avec le fait de dire que j'aiderai pas toute la planète, mais je suis très à l'aise aussi avec le fait de dire que si je sais ce que t'es pas, je t'ai rendu service. Donc on fixe les règles, tu vois, la première séance de façon assez claire. Ça permet de pas faire de fausses promesses. Et puis le cas échéant de pouvoir, si on n'avance pas, et j'ai pas la prétention de faire avancer tout le monde, bien évidemment, si on n'avance pas, pas perdre notre temps, quoi, encore plus, quoi. Vraiment à réorienter assez rapidement. Carrément. Et ces 3 séances, donc la première, ça doit être ton bilan, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu testes des choses sur la deuxième séance, et tu vérifies à la troisième si, par exemple, il les a fait à la maison, les exercices, et si ça a marché, ou alors tu réajustes, tu testes des choses sur la deuxième, tu testes des choses sur la troisième, tu vois, comment tu fais? En fait, dès la première séance, je vais demander aux patients de prolonger notre première évaluation par un test à la maison qui permettra de... Toi, c'est à la fin de mon bilan, je sais pas ce qu'il a encore. Mais par le fait de lui donner une mission, il va prolonger l'évaluation. À la deuxième séance, on va voir si c'était une bonne idée ou s'il faut réajuster. Et il va retester quelque chose entre la deuxième et la troisième séance. Et à la troisième séance, on aura de bonnes raisons de penser que ce patient, il est mécanique ou pas. En fait, pour faire simple, c'est s'il est mécanique, avec le fait de faire des exercices, je dois l'aggraver ou l'améliorer. S'il change pas, c'est qu'il n'est pas mécanique. Et c'est là aussi où j'ai coutume de dire aux élèves aux participants de cours que je vois régulièrement, que je suis très décomplexée quant au fait d'aggraver quelqu'un. Parce que justement, pendant cette phase d'évaluation, le fait de l'aggraver peut être aussi un excellent signe quant au fait que je vais pouvoir l'améliorer. En tout cas, de pouvoir le faire changer. La pire des choses, c'est le patient qui change pas. Donc, dans ces 3 séances-là, je veux qu'il se passe quelque chose, que ce soit en bien ou que ce soit en pas top. Mais si c'est pas top, je suis peut-être un petit peu prétentieuse, mais j'ai bonne raison de penser que si j'ai réussi à l'aggraver, je devrais pouvoir l'améliorer. Et Florence, alors du coup, qui sont, tu vois, au fur et à mesure de ton parcours, qui sont les gens qui t'ont inspiré ou tes mentors? C'est une bonne question. Et ça, je l'ai réfléchi aussi parce que forcément, je savais que tu allais me l'imposer. Ouais, normal. Et j'avais envie de faire un peu différent. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis vraiment inspirée par des gens beaucoup plus jeunes que moi. Et tu vois, par exemple, j'avais envie de te citer 2 filles. Et en fait, quand j'ai pensé à ces 2 filles, je dis c'est rigolo parce qu'elles ont les mêmes initiales. Et c'est Manon d'Auvergne que t'as reçue il y a pas longtemps. Et je trouve que Manon, elle est d'une inspiration incroyable. Je veux dire, quand je la vois avec la pertinence, la curiosité, je veux dire la force de travail qu'elle a à l'âge qu'elle a, je dis mais comment j'étais gourdasse au même âge. Et donc Manon, c'est vraiment quelqu'un qui me stimule. C'est vraiment quelqu'un qui me stimule de façon incroyable. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Et il y a une autre jeune femme qui s'appelle Margot Daquin, qui est kiné sur Lyon. Et Margot, je l'ai eu en cours Mackenzie, elle a passé sa certif, je l'ai eu en cours clinique du coureur. Elle a développé
plein d'autres compétences en éducation thérapeutique, en entretien motivationnel, etc. Et c'est une jeune fille avec son mari Étienne que je vois systématiquement quand je vais à Nantes. J'ai un énorme plaisir à la rencontrer. Et tu vois, au-delà de la compétence professionnelle, c'est aussi quelqu'un qui m'inspire par ses engagements, que ce soit écologique, féministe, etc. Et moi, j'ai pas eu ces velléités quand j'avais le même âge. Peut-être parce que ça se posait pas, tout simplement parce que c'était un autre moment de politique, économique, écologique, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui me bouscule sans jamais porter de jugement, tu vois. Souvent, moi, ce que je reproche, par exemple, aux filles qui sont très féministes ou aux gens qui sont très écolos, c'est un peu des donneurs de leçons de temps en temps. Et cette fille, elle a cette capacité de faire réfléchir sans donner des leçons. Donc, je trouve ça super inspirant. Bon, après, forcément, dans le parcours professionnel, j'ai des gens qui étaient plus vieux que moi, des hommes qui m'ont beaucoup inspiré, forcément des gars comme Gabor Sagi, comme Blaise Dubois ont été d'une influence redoutable dans ce que je suis devenue. Mais j'avais à cœur de citer ces deux filles quand même. Ah, c'est super. Et alors, je connais pas Margot, mais je connais un peu Manon, et je partage exactement ce que tu penses. Elle a une énergie, et elle transmet vraiment de l'énergie et plein de choses positives. On dirait que c'est naturel chez elle, donc c'était un plaisir d'avoir sur le podcast en plus. Et donc je vous invite aussi à écouter son podcast à elle, avec Barbara, qui s'appelle Femmes et Sport Podcast. Carrément. Donc voilà, donc c'est passé, et on parlait de féminisme, c'est intéressant aussi. Et tu vois, moi, alors je vais me permettre, je trouve que ce que tu as fait de partir un an comme ça en Angleterre et tout, je trouve qu'il y a du féminisme là-dedans. Il y a une prise de risque aussi, de se dire, voilà, ma famille, j'ai assez confiance en eux, et notamment j'ai confiance aussi en mon mari pour qu'il assume le rôle seul à la maison de gérer les enfants et le quotidien. Alors avec la nounou aussi, tu disais. Mais je trouve ça que, au final, moi je trouve ça avant-gardiste, ce que t'as fait à ce moment-là, et tu vois, t'en retires encore les fruits aujourd'hui. Et donc je trouve qu'il y a un côté quand même déjà, voilà, engagé et tout ça, qu'on peut retrouver maintenant chez Manon ou chez Margot, hein, mais voilà, je trouve qu'il y avait ce côté-là en avance, entre guillemets. Ouais. Alors j'en suis fière. mais ouais, vraiment, je me rappelle quand tu m'en as parlé, et je me suis dit, putain, dans ma tête, je me suis dit, putain, de faire ça il y a une quinzaine d'années environ, même maintenant, moi, si ma femme, elle me dit, je pars un an en Angleterre, même si ça paraît pas loin, tout ça, je lui dis, je vais jamais y arriver tout seul, tu vois. Non, c'est balèze. Ouais. Et en termes de livres, du coup, Florence, est-ce que tu as des trucs que tu lis, que tu relis, ou des livres qui t'ont marqué? Pareil, hein, ça peut être sport, ça peut être kiné, ça peut être autre. En fait, il y a un livre, c'est vraiment quelque chose en lien avec la prépa physique, et puis qui a fait écho aussi au parcours de formation que j'ai suivi après. Mais je trouve que le livre sur la préparation physique de Fred Aubert et Thierry Blancon, j'adore leur feuilleter régulièrement, parce que certes, c'est un livre qui date maintenant, mais je trouve qu'il pose un certain nombre de principes de base qu'il faut peut-être pas oublier. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer les deux, et j'ai trouvé que c'était aussi des gars qui étaient vraiment, enfin, je remercie le destin de m'avoir permis de croiser leur route, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis après, je viens de finir un livre, et j'avais envie d'en parler aussi parce que je pense qu'il n'est pas arrivé sur ma table de chevet comme ça, de façon hasardeuse. C'est Flavio qui me l'a offert la semaine dernière, et ça s'appelle Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, et en fait c'est un roman initiatique, et je trouve que de temps en temps, voilà, moi ça m'a vraiment touchée. Je l'ai dévoré. Je pense que je le relirai. J'ai pris des photos de pages, j'en ai corné d'autres, etc. En tout cas, ça permet de se poser des questions sur ce qu'on fait au moment où on le fait,
où on en est aussi, et puis de se dire est-ce que parfois ce rythme frénétique il est obligatoire ou est-ce que je peux faire différemment, enfin par quoi je remplis ma vie, est-ce que c'est par du sable ou est-ce que c'est par les gros cailloux, et j'ai vraiment trouvé ce livre, tu vois, c'est pareil, c'est pas donneur de leçons, c'est un roman. Mais par contre, ça te fait poser un petit peu de questions. Donc, si vous avez rien à faire ou si vous savez pas quoi lire pendant l'été, Kilomètre Zéro, c'est un petit moment d'introspection personnelle qui est plutôt frais, mais qui fait le job. Top. Et Florence, alors si on veut te joindre, si on a des questions, où c'est que tu es présente en termes de réseaux sociaux? Alors, un peu sur tout. On peut me joindre vraiment facilement sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, et puis Twitter, je regarde un petit peu moins. Après, on peut m'envoyer un message à florence.morisseau@lacliniqueducoureur.com sans aucun souci. Je réponds assez facilement, assez rapidement. Ça me fait plaisir d'échanger. Juste, je pense que là, c'est peut-être que là, j'allais dire une préoccupation d'enfant gâté, mais faut que les messages soient droit au but, tu vois. Ouais. Parce que des fois, les messages des gens, ils s'encombrent trop de comment ça va, j'espère que je te dérange pas, blablabla. Puis la question, en fait, elle arrive un peu trop tard. Donc, vous inquiétez pas, je vais bien droit au but. Et puis, ça me fait plaisir que vous me posiez des questions. C'est impeccable. Et pour terminer, alors, pas Florence, de cordialement, bien à toi. Même pas salut, direct, pose ta question. Non, ouais, quand même, salut, c'est bien. Et pour terminer, Florence, comment toi tu construis ton niveau? C'est une bonne question. Comment je construis mon haut niveau? Je pense que j'essaye de rester extrêmement curieuse. Tu vois, on parlait des livres, mais en fait, j'écoute vachement de podcasts. J'essaye de m'intéresser à plein de choses, y compris des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur voilà, plein de choses. Et ça me permet aussi de rencontrer des gens que j'aurais pas eu la chance de rencontrer si j'étais restée dans mon microcosme kiné-sport. Oui. Donc je pense que cette curiosité permet de croiser le chemin de gens qui apportent encore plus de richesse et qui permet encore plus d'augmenter son niveau de compétence. C'est top. Et qu'est-ce que tu nous conseilles comme podcast alors? Alors moi j'aime bien Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. C'est un entrepreneur qui se présente comme entrepreneur récidiviste, qui reçoit des aventuriers, des sportifs de haut niveau et des entrepreneurs. Donc ça j'aime vraiment bien. Et puis j'aime bien le format parce que c'est un format extrêmement long et du coup vu que je passe beaucoup d'heures dans les transports, c'est un format qui me convient plutôt bien. J'ai beaucoup aimé aussi un podcast toute la série sur votre cerveau sur France Culture, qui est vraiment intéressante. Et puis un podcast qui est vraiment léger sur la vie de l'entreprise qui s'appelle New Work City, pardon. J'adore le ton de la fille. Donc voilà, c'est des podcasts en ce moment que j'écoute régulièrement. Top, impeccable. Super, Florence, merci beaucoup. Avec Objectif Performance, bien évidemment. Mais merci à toi, Julien. J'ai pas vu le temps passer. C'était super. Bah oui. J'en ai 2 épisodes sous le coude. Là, je suis à Paris, je rentre à la maison cet après-midi. C'est bon, ça va me faire mon voyage. Impeccable. C'est super. Profite bien et bon retour et à très bientôt en tout cas, Florence. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. Salut, ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu?
en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau. N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.